Bonsoir, ce soir nous allons du côté de la Côte d'Ivoire à la rencontre de David Taïro, TED pour les intimes. Comment allez-vous David? Ça va très bien, ça va. Alors, heureux d'être en votre compagnie, on va ce soir s'intéresser à votre dernière production, à savoir Kaku Anazé, et on va aussi s'intéresser à l'hommage que vous avez rendu à Manu Dibango en reprenant une de ses chansons cultes, Sango. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons à vous et aux téléspectateurs ivoiriens la bienvenue à Afro Night. David, comment va aujourd'hui la Côte d'Ivoire culturelle? La Côte d'Ivoire culturelle a le même état de santé que tous les pays du monde qui ont été touchés par la Covid. Et l'avantage, en fait, le petit avantage qu'on a ici, c'est que nous encore, on circule et bon, les activités reprennent tout doucement, tout doucement, tout doucement. On peut encore faire des concerts. Mais le rythme est vraiment au ralenti. Donc voilà, on a à peu près le même problème que tous les autres pays du monde. Quand vous parlez de concert, c'est vraiment concert avec un public record, comme on connaît les Ivoiriens, où on respecte certaines distanciations sociales pour éviter la propagation du virus? Un public record, mais en même temps aussi, on a, on respecte les mesures barrières. Donc les gens vont au lieu de spectacle, mais en prenant les précautions nécessaires. Voilà. Ils font bien. Alors, on va maintenant s'intéresser à deux événements majeurs qui ont touché la culture, je pourrais ainsi les dire, et la classe politique ivoirienne. Qu'avez-vous éprouvé à la disparition de Didier Arafat dans un premier temps, parce qu'avec vous, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, et puis culturellement, c'est quelqu'un qui représentait beaucoup pour ce qu'on a par la suite appelé le décalé coupé, et puis aussi à la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous savez, quand un être humain quitte ce monde, c'est toujours un moment de grande tristesse. Pour parler déjà des Arafat, moi particulièrement, ça m'a fait très mal parce que mourir aussi jeune, en pleine gloire, on n'a même pas encore réalisé ses objectifs, on n'a pas atteint encore ses objectifs, on n'a pas réalisé tous ses projets, on n'a pas réalisé ses rêves et on est fauché par la mort. Et ça, déjà, ça fait très mal que de voir quelqu'un partir aussi jeune. Et puis, la deuxième grande douleur, c'est que c'est quelqu'un de notre corporation, c'est notre fils à tous. Arafat, il avait le même âge que mes premiers garçons. Et c'est nous tous, notre neveu, parce qu'on a connu son père. Son père était un grand frère pour tous les musiciens de Côte d'Ivoire. Et ça a été le deuxième choc. Et une perte comme ça réjaillit vraiment sur toute la génération. Ça réjaillit aussi sur l'ensemble de son mouvement qu'il dirigeait aussi bien que le coupé décalé. Et puis, voilà, on a essayé de faire rouler les choses, la vie est obligée de continuer. Et on a un deuxième coup fatal qui nous est porté avec la disparition du Premier ministre, qui était un monsieur très proche d'une grande partie des artistes ivoiriens et africains. Et la preuve, c'est quelqu'un qui était très impliqué dans le mécénat artistique. C'est une grosse perte, en tout cas, pour tous les artistes qui ont bénéficié des largesses de ce grand monsieur. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va maintenant s'intéresser à votre actualité. Que vous évoque le nom Weah aujourd'hui? C'est toute ma vie. Ouais, je peux résumer ça comme ça. Weah, c'est toute ma vie. Parce que c'est là que j'ai tout appris. C'est là que j'ai réalisé mon vœu le plus cher de faire ce métier que je trouve le plus beau du monde. C'est toujours difficile pour moi d'expliquer parce qu'il faut vivre la chose
pour savoir comment c'est doux, comme on dit en Côte d'Ivoire ici. C'est tout pour moi, c'est toute ma vie, Woya, toute ma vie. Et cette formation, est-ce que vous avez appartenu à cette formation? On peut dire, sans se tromper, qu'elle a influencé la musique moderne ivoirienne? Elle a influencé, Woya a été le déclic euh, je veux dire, de l'éclosion de la nouvelle musique urbaine ivoirienne, parce qu'on a été, on a été le pont entre l'ancienne et tout ce qui a découlé jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons su trouver le déclic, ce qui a influencé toutes les générations qui sont venues après, et même Woya a continué d'exister dans les veines de tout ce qui concerne la musique ivoirienne en tant que au niveau des productions, au niveau de l'ingénierie du son. Woya est partout. Woya est partout. Même la plus grosse, la première plus grosse radio commerciale en Côte d'Ivoire est l'idée de François Cognan. Et donc, je veux dire, Woya continue toujours de régner sur la musique ivoirienne. Au départ, c'était quoi l'idée? Woya, c'était quoi l'idée? C'était monter un groupe de jeunes musiciens pour conquérir l'Afrique, pour conquérir le monde, ou est-ce qu'il y avait une autre idée derrière Woya? L'idée principale au départ, c'était pour M. François Cognan de faire un groupe professionnel. Parce que les groupes, il y en a eu, hein, mais qui voulait, avec son expérience du showbiz international, parce qu'il faut avouer que ce monsieur a traîné sa bosse dans tout le monde entier. Il a produit des artistes partout dans le monde. Et il voulait mettre cette expérience-là au service de la musique ivoirienne, au service de la jeunesse ivoirienne. En créant Woya, il a réalisé son rêve qui était de professionnaliser le métier de musicien en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été Woya, c'était le plus grand groupe professionnel, en tout cas de musique en Côte d'Ivoire, qui évoluait comme à l'international, tout en restant en Côte d'Ivoire, avec tous les moyens techniques, financiers, tout l'encadrement d'un groupe professionnel. Et mettre des jeunes gens, les enlever dans leur milieu naturel, de leur famille, pour les rassembler dans une ville à 200 km d'Abidjan, vivre ensemble pendant des années et réaliser des tubes, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait en Côte d'Ivoire. Et ça, Est-il vrai que vous travailliez, que vous étiez des cultivateurs aussi par moment? Oui, parce que son père nous avait mis à disposition des terres et donc nous faisions de la culture, on cultivait la terre et puis en même temps on faisait la musique parce que le concept au départ de paysans musiciens, ça a été un appel du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui avait lancé un message à l'époque, au début des années 80, pour stopper l'exode rural qui s'intensifiait. Tous les jeunes voulaient découvrir la capitale, tout le monde voulait venir en ville et tout ça, avec tous les dangers que représentait la grande ville, la prostitution, le banditisme et tout ça, la drogue. Et il a souhaité que les jeunes gens qui étaient à l'intérieur du pays puissent profiter des bienfaits de la terre. Parce qu'à l'époque aussi, la devise, je veux dire le symbole de la Côte d'Ivoire, c'était le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, il a voulu booster cette envie de faire de l'agriculture le pion essentiel dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un message qui a été saisi au bon par François Cognan, qui en a fait un concept, c'est-à-dire le canal de la musique étant le plus grand canal pour faire passer des messages. Et il a utilisé ça à bon escient. Et puis, voilà, c'est ce qui a fait le succès de son concept, en fait, des paysans musiciens.
David, on va maintenant entendre le remix d'une chanson, la reprise, si vous préférez, d'une chanson culte qui a appartenu à ce groupe. Il s'agit de Kaku Anase. Yeah! Chanson d'avant les revenus. Où nos papas, nos tontons portaient les chemises col qui fait baisser pas de lait. Papa, pantalon, tu vois, bas là, hein? Tu vois? En ce temps, la papille ouvrait, appelait les jeunes à la terre. À cause du taux d'exode rural qui croissait sans cesse. Oui, à nous avait dansé, moulé sur Kakwananzé. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage, nous la nouvelle génération. Avant là, c'était trop doux, Kakwananzé, c'était trop fou, soirée balle poussière, y'avait pas goût, autant fixe repos, attention frère. Au lieu de quitter le village, venir à Abidjan c'est mieux, faut rester là-bas, c'est pas moi qui dis oh. Hommage au Papa Boya, respectez les vétérans de la musique. La mentalité de travailleur doit régner. Kakwananzé, équiper l'araignée. Boum dans les tympans, tu pas que t'aimes pas. Ah mamma mia, original est le tempo. Trop de mélodies, je sais que tu dis. Avant la vie est un giant, tant de dons fait face, y'avait là, hein. Stylé n'est pas stylé, après quand j'aime serré plaqué. À nous aller pour le bout, j'étais pas là-bas, on m'a dit, hein. Miss Joe faisait mal, tu n'as pas ça, c'est que t'es nyata. Voici son bas, c'est Sagadi. Le bojo boko nous si. On dansait à nyanya, magnon de nyama quoi ça. Bravo David pour cette reprise. Dans quel état d'esprit vous avez travaillé cette chanson-là et comment êtes-vous arrivé à convaincre cette nouvelle génération à vous suivre dans cette démarche artistique? À l'origine, on a fait, c'est un best-of, c'était pour fêter les 35 ans de l'album Kakwananzé. On l'a fait l'année dernière, 2020, cela faisait exactement 35 ans que cet album-là était sorti, cette chanson Kakwananzé. Et donc, dans l'optique de la fête, nous avons eu l'idée de faire le best-of, mais la petite dans l'histoire, c'était au lieu qu'on fasse un best-of normal, c'est-à-dire prendre les titres et les remasteriser juste pour les mettre sur un nouveau support, on a réenregistré, remis au goût de jour 8 des 32 titres qui sont sur la compile. Et nous avons voulu faire ce passage un peu de flambeau à la nouvelle génération, les enlever dans leur zone de confort, de couper décalé, de rap, de trap et tout ça. Ils n'ont pas connu ça parce que, à part un seul, tout le reste, eux tous, ils n'étaient pas encore nés quand Kakwananzé est sorti. Ce sont leurs parents. Ce sont leurs parents qui étaient nos fans, qui sont nos fans. Et un mec comme Ariel Chenet, il ne savent même pas de quoi il s'agit. Quand je l'ai appelé pour venir chanter Marguerita, alors je lui ai dit c'est une chanson qui est sortie en 85. Il dit wow, je n'existais même pas encore, tout ça. C'est mes parents, même, ils étaient déjà croisés, tout ça. Et donc, quand lui, il est en train de bosser sur la chanson, je crois son père le voit et puis il dit mais toi tu connais cette chanson-là? Il dit non, c'est papa David qui m'a dit de travailler dessus. Il dit mais cette chanson, est-ce que tu sais ce que cette chanson nous a apporté dans notre jeunesse? C'est un peu ça. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça.
et on enlevait ces jeunes gens-là dans leur, comme j'ai dit tout à l'heure, dans leur zone de confort pour venir chanter quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas vécu. Et ça, c'était un tournant très décisif parce qu'il fallait que ces jeunes-là rentrent déjà dans la peau de ces morceaux-là et puis qu'ils se les approprient et les rechanter, mais à leur manière. Et c'est ce qu'ils ont réussi avec brio, en tout cas. On n'a pas eu tort de les contacter pour ça. Ils ont réussi en votre compagnie, justement. Quand on a appartenu à un groupe tel que Weya et qu'on a connu la carrière que vous avez connue, est-ce qu'il vous a été difficile d'entamer votre carrière solo et celle aussi de producteur sonore que beaucoup vous envient aujourd'hui? J'avoue que cette carrière solo, je l'ai faite par défaut. J'ai jamais voulu faire une carrière solo. Ça m'avait jamais traversé l'esprit de faire une carrière solo. Mais par la force des choses, vous voyez, on est obligé d'essayer de le faire quand même. Parce que quand on m'a fait la proposition, j'ai eu un producteur qui m'a proposé de le faire. Celui que je le salue au passage, M. Saïbou, un grand producteur d'origine nigériane qui a produit de grands artistes en Côte d'Ivoire. Quand il m'a fait la proposition de faire cet album, bon, je dis pourquoi pas. Mais c'est cet album qui me permet d'avoir le nom David Taïro. On me connaissait comme chanteur de Weya. J'avais une carrière avec mon groupe, mais en tant que je n'existais pas. C'était le chanteur de Weya. J'avais pas de nom. Et donc, avec ce premier album solo, j'ai eu ma carte d'identité, si je peux m'exprimer ainsi, artistique. Donc, ça m'a permis de commencer une carrière solo. Ensuite, voilà, l'appétit venant en mangeant, j'ai enregistré un deuxième, un troisième, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Mais moi, j'avoue que je suis un artiste de groupe. C'est pour ça que justement que j'ai eu le projet avec mes amis de faire un groupe d'afro-jazz pour revisiter certains morceaux. On en parlera tout à l'heure, on n'y est pas encore. Ouais. Mais pour te dire vrai, je n'avais jamais pensé faire une carrière solo. Et puis, une carrière solo qui va déboucher sur la production sonore et vous allez parcourir ainsi toutes les grandes cultures africaines parce que vous avez produit des albums dans, je pense, la plupart des pays africains où la musique a pion sur rue. On va vous entendre sur une de vos chansons. C'est d'ailleurs le titre, c'est ce titre-là dont on te sert pour le générique d'Afro Night et cela depuis des années. Voici venu My Baby. Mais après le crac, crac, on oublie le pat, pat. On arrive au clac, clac. Et la porte, on la claque, claque. Eh, eh. Automata popolo. Soukini.
Encore bravo David. Et puis merci. David, dans quelques jours, cette semaine justement, Manu Dibango, cela va faire exactement 1 an qu'il nous aura quittés. Comment vous le rencontrez pour la première fois, David? Déjà, c'est quelqu'un que je suivais depuis longtemps, depuis ma tendre enfance. Au milieu des années 70, quand il était chef d'orchestre de l'orchestre de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et nous, on voyait plusieurs fois dans la semaine l'orchestre jouer à la télé. Et on était très impatients. Chaque fois qu'il était l'heure des émissions où l'orchestre devait jouer, on se précipitait tous avec nos petits bancs devant la télé pour regarder. Et l'orchestre jouait avec tonton Waipa, avec tonton Paul Nemne au chant, tout ça. C'est tout ça qui nous a donné envie de faire ce métier, en fait. Ça fait partie, Manu fait partie des gens qui m'ont donné envie d'être musicien. Et moi, je le rencontre la première fois il y a 2 ans, lors d'une émission avec Robert Brazza sur la chaîne panafricaine. Et je ne savais pas qu'il me connaissait. Quand je me suis présenté, il dit « Oh, je te connais » avec sa voix, avec son grand sourire. « Je te connais, David, tu es le fils de François Cognan, tout ça. » Je dis « Bah oui, effectivement. » Et donc, superbe ambiance. Il dit « Voilà, dimanche prochain, tu viens à mon émission. » Et c'est comme ça on fait une superbe émission avec Brazza. Et j'ai rencontré quelqu'un de sympa, un papa poule, qui passait tout son temps à donner des conseils et tout ça, faites ci, faites pas ça, parce que voilà, la musique, par rapport à mon expérience, voilà ceci, voilà ce que vous pouvez faire. Je sais que vous avez déjà de l'expérience, mais je veux dire, voilà, c'était des très bons conseils. Tu vois, on avait l'impression de se retrouver à la maison avec le père qui disait toujours des bonnes choses. Il avait toujours un petit mot pour quelqu'un. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça chez lui. Et il y a une chose qui m'a marqué aussi, c'est qu'il ne refusait jamais les propositions qui venaient de collaboration de plus jeunes vers lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire parce que de nos jours, beaucoup d'artistes ne sont pas très pour faire des collaborations avec d'autres. Donc, pour le doyen, c'était un souci pour lui de transmettre ce qu'il a eu aux jeunes générations. Et ça, c'était important. C'est important de le souligner. Quelques titres importants de Manu Dibango qui vous, en tant que producteur, homme de studio, qui vous auraient marqué. Quelques titres de cet artiste. Il y en a beaucoup, hein, mais bon, le fameux Soul Makossa. Ouais. Il y a aussi Waka Africa. Il y a Afrique sans fric. Mais moi, celle qui m'a beaucoup marqué, parce que j'étais encore adolescent quand elle est sortie, cette chanson, c'est Kumbeyaya, Kumbeyaya, chouchou, 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 qui est fou de qui? Ouais, c'est vrai. Et ça, il est en Côte d'Ivoire, je crois. Il a produit cela en Côte d'Ivoire. Et vous avez aussi été touché par un de ces titres et que vous reprenez justement avec votre groupe d'amis dont vous nous avez parlé, ce groupe jazzy que vous avez appelé Café Group. Vous reprenez une chanson de Manu intitulée Sango.
soigner Jésus. Aïe, on finit, on s'en souffre, et il a. Wana Antoine Croix est brillant et war. Aïe, aïe, oh, j'aime, et faut zuba mon brochet. Et y a non. Jésus Christ, Sango. Jésus Christ, Masoma David, j'aurais bien voulu poursuivre cette discussion pendant des heures et des heures, mais le temps qui nous était parti touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, merci de nous avoir parlé de Manu Dibango. Après-demain, justement, nous recevons le fils de Manu Dibango pour rendre hommage à ce grand monsieur qui est Manu Dibango. Merci à vous de nous avoir fait revivre Woya. Et merci à l'ensemble des artistes avec lesquels vous collaborez et que nous connaissons très, très, très bien. Merci David. Merci, merci. Cette émission a été réalisée par Michel Tran. À ses côtés, il y avait Lucie John. Alexandra nous a aidé à sa préparation, ainsi que Charles Serrito. Bonsoir à tous et à demain.